Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première conférence Isegoria de l'année 2011. Alors, comme vous le savez, chaque année, une nouvelle équipe d'étudiants reprend le flambeau de l'association Isegoria. Et je profite donc de cet instant pour vous présenter, au nom de toute cette nouvelle équipe, nos meilleurs vœux pour l'année 2011. En ce qui concerne l'association, nous tâcherons de rester fidèles à l'esprit d'Isegoria pour vous proposer les meilleures conférences tout au long de l'année. Et, pour inaugurer notre cycle, je vous demande d'accueillir M. Bruno Streff. Alors, M. Streff, bonsoir, et avant tout, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et d'être là ce soir. Alors, M. Streff, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes ancien professeur de lettres modernes, metteur en scène de théâtre et d'opéra, romancier, essayiste, philosophe, et si je ne m'abuse, un peu cinéaste également. Non, pas cinéaste, non. Pas cinéaste. Non. Alors, voici ce qui sera peut-être tout à l'heure une des premières questions du public. Monsieur Streff, existe-t-il un domaine dans lequel vous n'intervenez pas? Alors, je suis extrêmement nul en maths, toutes les disciplines scientifiques. J'étais le cauchemar de mes profs de maths et de physique et de chimie quand j'étais au lycée. Bien. Alors, cependant, si vos casquettes sont multiples et variées, il n'en reste pas moins que vous vous investissez grandement dans chacun de vos domaines. Vous avez une formation en lettres modernes qui vous a amené à enseigner à l'université. Mais vous vous êtes rapidement tourné vers le monde de l'opéra grâce au metteur en scène Jean-Pierre Ponel. En effet, vous devenez son assistant au Festival de Salzbourg en 1980 et 1981, puis à l'Opéra de Paris. Et, dès 1981, vous montez vos propres opéras, qu'ils soient baroques, avec par exemple L'Enfance du Christ de Berlioz, issu du répertoire italien. Oui, baroque, c'était... Non, Berlioz, c'est romantique, c'est... J'avais fait avec les arts florissants, j'avais fait Actéon de Marc-Antoine Charpentier, par exemple, j'ai fait aussi du Scarlatti, j'ai fait des choses comme ça, mais Berlioz, c'était vraiment le grand répertoire romantique, ça. Très bien, vous me mettez mal à l'aise dès le début. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper maintenant. Issu du répertoire italien, Rigoletto de Verdi, Ouf. Ou du grand opéra français, à l'image de Carmen de Bizet. Ah oui, ça alors, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, Carmen. J'étais abonné à Carmen pendant une partie de ma vie et j'avoue que j'ai toujours eu un grand plaisir à monter cet opéra que j'adore. Mais vous n'oubliez pas le théâtre parlé, avec notamment une mise en scène du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Par ailleurs, cette carrière de metteur en scène est internationale. Vous avez présenté Le Barbier de Séville, entre autres à Parme, en Italie, ou à Sabrata, en Libye. Enfin, en ce qui concerne votre travail d'écrivain, vous êtes l'auteur de 4 livres et d'un en préparation. Il sait tout. On se renseigne à Isegoria. Le plus connu est peut-être Karajan, le chef d'orchestre, dans lequel vous imaginez des correspondances de Brahms adressées à Clara Schumann. L'imagination, nous y arrivons donc ainsi. Mais plus que ce roman, c'est l'ensemble de votre travail artistique et de vos créations qui donne ce soir un sens et légitime cette conférence sur le spectacle et l'imagination. Je laisse maintenant la parole au parrain de l'association, M. Laurent Noël, qui se chargera d'introduire le thème de la conférence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne soirée. Cher Bruno Streff, votre présence ici est salutaire. En effet, si l'imaginaire est un thème séduisant, c'est aussi une notion complexe qui mérite d'être clarifiée.
Chercher à définir le terme est une première épreuve. Si l'imagination s'emploie au singulier, l'imaginaire peut être personnel ou collectif. Les dictionnaires sont peu disers sur le mot. Ils semblent néanmoins converger vers une définition de l'imaginaire comme la manière dont un individu ou un groupe social interprète le monde au moyen d'images. L'imaginaire serait donc moins une façon de réinventer la réalité qui nous entoure que celle de se la représenter, de se la réapproprier. C'est pourtant le premier aspect, celui qui fait appel à la créativité, qui est le plus intéressant. C'est en effet par la créativité que la réalité peut être dépassée. Nous y reviendrons. Utilisons une autre approche en faisant l'hypothèse rapide que l'imaginaire ne se pense pas mais s'exerce. Hélas, avec le passage de la théorie à la pratique, surgit une autre difficulté. L'imaginaire apparaît comme le complément de notre sens critique. Il nous aide à concevoir différemment et à repousser les limites des situations auxquelles nous sommes confrontés. Cette attitude est familière de toutes les professions qui s'exercent dans un environnement qui évolue, des artistes politiques en passant par les acteurs économiques. Ici, imaginer s'oppose à analyser, opération pour laquelle le cadre référentiel est connu, admis et convoqué. En même temps, on ne se débarrasse pas facilement de ces schémas mentaux, modes de pensée et autres références bien ancrées. Et en ce sens, l'imaginaire ne donne, sauf exception, que l'illusion de dépasser le réel. Pour l'historien d'art Heinrich Wölfflin, chaque période a un potentiel de possibilités qui lui appartiennent en propre et qu'elle ne saurait dépasser. Prenons un exemple de franchissement difficile des limites. En 1907, Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon. Je vérifie. Donc, Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon, tableau resté fameux, puisque le premier d'un mouvement avant-gardiste, le cubisme, considéré par beaucoup d'historiens comme un des piliers fondateurs de l'art moderne. Picasso représente alors 5 femmes, mais seule l'une d'entre elles, celle qui est assise, est dite cubiste. Pour tout spectateur de cette salle, son corps et son visage ne respectent plus ni les règles de la symétrie, ni celles de la logique articulaire. Mais en revanche, pour un spectateur issu d'une tribu Fang d'Afrique centrale, ce visage n'est rien d'autre qu'un masque rituel revisité par l'artiste. Et d'ailleurs, le visage de la femme située debout à l'extrême droite, au-dessus du personnage cubiste, représente plus explicitement encore un masque Fang. Le visage de cette seconde femme serait une sorte de transition. Clé de passage pour Picasso d'un art primitif qui l'inspire vers un geste créatif qui lui est propre. Picasso utilise le levier de l'art africain pour renouveler le langage pictural. Son apport, bien qu'important, ne se produit pas ex nihilo. Interrogeant le rapport entre nature et culture, les surréalistes ont œuvré à ce que la liberté d'expression soit la moins entravée possible. Ernst et Magritte ont réussi dans la dimension critique qui consiste à faire prendre conscience aux spectateurs du caractère socialement construit du langage et des formes. En revanche, dans l'entreprise audacieuse de réappropriation de la liberté créatrice, les projets littéraires d'écriture automatique ont produit des résultats trop poétiques pour être totalement sincères. Ou alors, le cadavre exquis boira le vin nouveau, première phrase obtenue, peut être considéré comme le coup de chance du naïf. Allons plus loin. Si conscience et raison contraignent notre propre imaginaire, l'imaginaire des autres, celui des artistes, apparaît comme un secours. Mais l'est-il vraiment ? Pour recevoir l'imaginaire des autres, encore faut-il y être préparé. C'est une contradiction à laquelle se sont heurtés autrefois les commanditaires religieux des peintres. Jusqu'à la Renaissance, les peintures religieuses multiplient les symboles, comme par exemple celui du nuage, qui en incitant à l'élévation manifeste le sacré. Mais, comme l'a montré l'historien d'art Hubert Damisch, encore faut-il que le public, celui des fidèles, soit capable d'interpréter ces signes, ce qui est rarement le cas. Parfois, l'incompréhension n'affecte pas seulement le public néophyte. Marcel Duchamp, artiste polémique, mais soucieux d'un dialogue direct avec le spectateur, a eu cette phrase « C'est le regardeur qui fait le tableau ». Pour autant, ce n'est qu'à partir de 1964 que ces œuvres conceptuelles ont été présentées dans les musées, soit 49 ans après la réalisation de son premier ready-made.
Il est utile aussi d'être rompu aux différences culturelles. Ainsi en va-t-il du rapport de l'homme à la nature, qui diverge profondément entre la philosophie occidentale et la philosophie extrême-orientale, donnant lieu à des représentations profondément distinctes. Il semble acquis que tant l'ouverture d'esprit que la connaissance favorisent le dialogue entre l'artiste et son public. Aussi, merci, cher Bruno Streff, de nous apporter ce soir votre précieuse médiation. Merci beaucoup, Laurent. Et puisque tu as fait un bel exposé en me coupant l'herbe sous le pied avec les demoiselles d'Avignon dont je voulais parler également, pardon, je vais m'appuyer sur deux des choses dont tu as parlé. Le regardeur qui fait le tableau, ça c'est une belle définition. S'il y a une belle phrase de Jacques Lacan qui dit « Tout sujet regardant est aussi un sujet regardé », et ça c'est à la base de l'expérience de la perspective. L'homme qui regarde quelque chose et donc qui trace une perspective, il regarde, mais en même temps, de l'autre côté du point de fuite, il est lui-même regardé. Et donc, tout sujet regardant est aussi un sujet regardé, et ce qui multiplie donc à l'infini, si vous voulez, les problèmes du point de fuite, le nombre des points de fuite, ce qui fait que très tôt, la perspective, ça n'est pas le sujet ici, mais la perspective, très tôt, a rejoint les préoccupations de la perspective, a très tôt rejoint les perspectives d'un Giordano Bruno, par exemple, sur l'infinité des mondes. Et il y a beaucoup de points communs entre la pensée picturale d'un Paolo Uccello, qui faisait des perspectives très compliquées, et puis Giordano Bruno. Et puis, aussi, l'incompréhension, avec la citation de Damisch, l'incompréhension donc parfois du public qui ne comprend pas tout à fait parfois les symboles des peintres, et plus ça va aller, plus l'histoire de l'art qui désormais, plus on avance vers le XXe siècle, devient un commerce également, plus on va aller, plus l'artiste lui-même va avoir besoin, plus encore que de l'incompréhension, il va avoir besoin du scandale pour exister. C'est souvent par le scandale que l'artiste finit par percer et finit par avoir une cote, par pouvoir vivre de son art. Les gens comme Dali, les surréalistes en général l'avaient très bien compris. C'est pas péjoratif. Pensez que par exemple les impressionnistes aussi ont fonctionné par le scandale, et même Cézanne a fonctionné aussi par le scandale. Alors j'ai choisi pour commencer cet exposé, donc, j'ai choisi un tableau de Masaccio, un tableau donc de la Renaissance italienne, qui se trouve à Florence, qui se trouve à Santa Maria Novella à Florence, parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment, si vous voulez, cibler cette relation qui va unir, si vous voulez, le peintre avec un spectateur désormais individualisé. Jusqu'ici, quand on faisait des tableaux religieux au Moyen-Âge, le tableau s'adressait à une sorte d'entité. Il s'adressait au peuple des chrétiens. Pourquoi le peuple des chrétiens? D'abord parce que, vous savez, quand il y a eu la querelle des iconoclastes et des iconostases, donc la seule religion qui a véritablement accepté l'image, ça a été les catholiques, parce que la religion catholique, l'Église catholique, elle était romaine, mais elle était aussi apostolique. Donc elle devait répandre son message dans la société, dans le monde, devant des populations qui étaient analphabètes. Donc comment faire passer des histoires religieuses, des textes religieux, des récits religieux, devant des gens incapables de lire les textes? Eh bien, il fallait l'image. Et comme il fallait trouver une référence, comme il fallait trouver une justification idéologique, on ne peut pas dire c'est par pur opportunisme, c'est parce qu'on en a besoin qu'on accepte l'image, il fallait trouver une justification théologique. Alors on a dit finalement c'est Dieu qui, en envoyant Jésus sur terre, a pris forme humaine et a donc permis qu'on représente la figure humaine. L'Annonciation, la scène de l'Annonciation, pour les hommes d'Église, était ce qui fondait donc la peinture, la possibilité même de la peinture, avec d'autres petites scènes qui figurent dans les évangiles apocryphes, comme par exemple le voile de Véronique, sur lequel donc Jésus aurait laissé son image quand elle l'a essuyé. Et puis, tout de suite, les peintres ont pris leur distance avec cette théorie, avec cette raison. En particulier, un grand théoricien de la Renaissance qui s'appelait Leon Battista Alberti,
qui lui dit ce qui fonde la peinture, c'est le mythe de Narcisse. C'est-à-dire, c'est ce personnage qui se penche sur de l'eau, au-dessus de l'eau d'une fontaine, qui voit son reflet sans savoir que c'est son reflet, et qui tombe amoureux de ce reflet. Il tombe amoureux de cette image et il dit, en regardant cette image, je t'aime, etc. Bon, eh bien, quelqu'un qui tombe amoureux d'une image, c'est quelqu'un qui tombe amoureux de la peinture, c'est quelqu'un qui fonde la peinture. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite, vous voyez, dès le départ, une sorte d'incompréhension, de séparation entre les arguments des uns et des autres. L'Église se réfère à une scène biblique, à une scène des Testaments, et puis les peintres, eux, se réfèrent à un mythe païen, le mythe de Narcisse, un mythe païen. Et cette espèce d'incompréhension entre les peintres et puis leurs commanditaires religieux va se creuser. On verra tout à l'heure un exemple frappant avec le Michel-Ange de la Sixtine, et c'est là-dedans, c'est dans cette espèce d'écart que va s'instaurer, si vous voulez, ce rapport entre le peintre et le spectateur, le peintre ayant pour but de donner naissance, de déclencher donc l'imaginaire de son spectateur. Alors pourquoi ce tableau ici? Vous allez me dire, c'est une fresque comme on en voit beaucoup en Italie. Non, 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 elle est très particulière, cette fresque, elle est très particulière. Elle est dans l'église Santa Maria Novella. Ceux d'entre vous, ou celles d'entre vous qui connaissent Florence, c'est la belle église qui se trouve à droite quand on sort de la gare de Florence, une église que je vous invite évidemment à visiter quand vous allez à Florence. Et c'est une fresque fondamentale pour l'histoire de l'art. Elle est vraiment décisive dans l'histoire de l'art. Si vous regardez bien, d'abord parce que Dieu, qui est au-dessus, vous voyez bien oui, on voit bien la flèche, hein, on voit bien la flèche de la souris. Donc Dieu est là, mais vous remarquerez que Dieu, il est dans une architecture humaine, une architecture païenne, puisque c'est une architecture, une voûte qui rappelle la voûte du Panthéon de Rome, construite donc par les Romains, par les païens. Et puis, si vous regardez bien également, normalement, cette fresque est en hauteur. Elle est en hauteur. Il faut la regarder, dit Masaccio, il faut la regarder de di sotto in su, de bas en haut. Donc, on parlerait de contre-plongée en langage cinématographique aujourd'hui. Et pourtant, quand vous regardez ces personnages ici, n'est-ce pas, on a l'impression qu'on est à leur hauteur. C'est-à-dire que Masaccio fait la même chose que fait Paolo Uccello dans une de ses fresques dans la cathédrale de Florence. Il mêle deux perspectives contradictoires. Vous voyez, il mêle deux perspectives qu'on ne peut pas voir dans la réalité. Et c'est déjà ça un peu l'imagination. C'est mêler des choses qu'on ne peut pas voir dans la réalité. Le jour et la nuit, par exemple, comme le fera Magritte, n'est-ce pas? Ou comme le fera Gaspard David Friedrich dans un tableau qu'on verra tout à l'heure. C'est des choses qu'on ne peut pas voir dans la réalité, qu'on ne peut voir qu'en peinture. Et puis surtout, il y a ce bas, ce socle du tableau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un squelette. C'est une sorte de sarcophage qui renferme donc un mort, quelqu'un qui est mort. Et puis sur le dessus, en latin, il y a une inscription. Cette inscription, elle dit « Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis ». Brrr, pas gai, hein? Vous allez faire des cauchemars après. Vous allez regretter d'être venu m'écouter. Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis. Qui c'est ce bonhomme dans son sarcophage? On n'en sait rien. C'est peut-être Masaccio qui, par-delà les siècles, s'adresse à vous. En tout cas, je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis. Masaccio et sa fresque dans cette église de Florence ne s'adressent pas à une entité, il ne s'adresse pas au peuple des chrétiens, mais il s'adresse à chacun de à chaque spectateur de son tableau. Ah, vous savez, chaque spectateur de son tableau, en plus c'est compliqué parce qu'il dit mon tableau, il faut le voir de di sotto in su, mais exactement là dans l'église, à ce point-là. Quand vous avez 400 Japonais qui viennent prendre des photos de cette fresque, il n'y en a qu'un seul qui voit le tableau comme il faut le voir, n'est-ce pas? Les 399 autres, ils ne voient pas le tableau comme il faut le voir. Donc il faut alterner. C'est donc vraiment un rapport, vous voyez, individuel que prône Masaccio. Il s'adresse donc à chaque spectateur du tableau individuellement. Alors, en même temps, il fait de nous des êtres solitaires. On est tout seul devant un tableau. On est environné par, au Louvre, vous regardez la Joconde, on n'arrive même plus à respirer. C'est pire que dans le métro parisien un jour de grève. Mais on est quand même tout seul. On est libre, donc seul, libre
de notre relation au tableau, libre de l'interpréter comme on veut, de lui donner le sens qu'on veut, qui n'est pas forcément d'ailleurs le sens que voulait lui donner le peintre. Vous voyez, ce moment de Masaccio, il ne fallait pas non plus s'approcher de lui. Vous savez, accio en italien, ça veut dire quelque chose de très péjoratif. Quand il fait mauvais, on dit en Italie, on dit un tempaccio. Et Masaccio ne se lavait jamais. Il sentait mauvais. Quand vous passiez à côté de lui, et vous pouviez regarder ce qu'il peignait, mais il valait mieux retenir votre respiration pendant quelques instants, quoi, le temps de laisser passer l'odeur. Bien. Mais en tout cas, c'était un génie. Et Masaccio, donc, ce tableau de Masaccio, c'est véritablement les temps modernes, vous voyez, les temps modernes qui commencent, des temps qui vont nous mener jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de ce personnage qui nous dit qu'il fut ce que nous sommes et que nous serons un jour ce qu'il est désormais. Vous voyez, c'est le début du spectateur au sens moderne du terme, du spectateur de peinture au sens moderne du terme. Libre et seul, individualisé. Ce n'est plus un peuple qui regarde, c'est au contraire des individus libres, libérés de toute leçon, si vous voulez, qui regardent ce tableau. Non, restez quand même, ne partez pas en vous disant on n'a rien à apprendre puisqu'on est libre d'interpréter les tableaux comme on veut. Restez quand même. Hein. Les artistes aussi pensent que le peintre, alors, il a quand même une sorte de responsabilité. Roland Barthes dira plus tard, en parlant des écrivains, que les écrivains meurent quand on les lit. Ils sont morts quand on les lit parce que justement, ce qui compte, c'est leur texte et plus le personnage qui a écrit le texte. On peut se passer de l'auteur puisqu'il a écrit son texte. Oui, mais quand même, il l'a écrit. Et pour les hommes de la Renaissance, c'était important parce qu'il fallait être utile dans la société. Il fallait être utile. Et pour eux, pour les peintres de la Renaissance, personne ne peut être plus utile socialement que le peintre, le sculpteur ou l'architecte. Parce que c'est eux, finalement, qui vont conditionner, qui vont façonner notre regard. Et ce regard qui est le nôtre, puisque nous sommes des Occidentaux ou des gens qui avons connaissance de la culture occidentale, ce regard, cette façon dont le regard est façonné avec la perspective, eh bien, c'est aussi un espace qui va gouverner notre regard pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'un certain Pablo Picasso lui porte le coup de grâce, avec en particulier, donc avec entre autres, les Demoiselles d'Avignon qu'on vous a montrées. Alors à partir de là, puisque nous sommes individualisés devant un tableau, puisque nous sommes libres devant un tableau, eh bien, l'artiste, il a un devoir. Il a un devoir quand même. Il ne peut pas s'en aller comme ça sur la pointe des pieds en disant « j'ai fait mon tableau, allez, hop, bon ». Non, il a un devoir. Il doit non seulement peindre ou faire des fresques ou sculpter, mais il doit en plus produire de la théorie. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on voit aussi apparaître cette notion de la théorie de l'art qui va se développer jusqu'à devenir tout à fait essentielle au fin XIXe siècle et au XXe siècle. On commence à produire de la théorie de l'art. L'art commence à la Renaissance par produire des traités. On fait des traités, souvent techniques, même d'ailleurs tellement techniques que Piero della Francesca, quand il devient aveugle et qu'il ne peut plus peindre, il se met à faire des traités sur la peinture où on ne parle que de mathématiques, que de géométrie. Vous voyez, parce que ce qui compte, c'est la perspective, la fabrication de la perspective, et que la fabrication de la perspective répond à des lois mathématiques, à des lois géométriques. Et puis, on continue cela, et on va arriver à des choses assez étonnantes. Par exemple, que ce qui compte dans la peinture, ça n'est pas tellement la peinture elle-même, c'est l'acte de fabrication de la peinture. Et là, vous voyez, on arrive donc à notre thème qui est la fabrication donc des images pour déclencher l'imaginaire du spectateur. C'est-à-dire que plus on va avancer dans l'art, plus les peintres, les théoriciens de l'art vont demander à la peinture de montrer, en même temps que le tableau qu'elle montre, de montrer le geste qui a permis de créer le tableau. Alors, pour faire ça, on a un tas de moyens. Par exemple, on peut utiliser une pâte un peu épaisse, un pigment un peu épais, vous voyez. Et
quand vous regardez un tableau d'un peu près, un tableau, je sais pas, par exemple de Rembrandt, n'est-ce pas, qui utilisait souvent une pâte épaisse, eh bien, vous voyez cette pâte, cette croûte sur la toile, cette croûte séchée sur la toile, et c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans la nature. Bien sûr, quand vous vous promenez dans une forêt, vous ne regardez pas les feuilles de la forêt en disant « tiens, c'est des croûtes de peinture séchée hein ». Au contraire, la touche, dira plus tard Delacroix, la touche ne se voit pas dans la nature. Montrer la touche, pour les peintres, c'est dire « le paysage que je montre, ça n'est pas un paysage. Attention, c'est un tableau ». Et donc, il n'a à répondre qu'aux nécessités même du tableau. Il ne faut pas le regarder en se référant à un paysage, en disant « ah, on dirait effectivement la montagne Sainte-Victoire, ah, on dirait effectivement les berges de la Seine ou la Seine à Argenteuil ». Ça doit être avant tout un tableau. Et la touche, la vision de la touche, permet donc de souligner ça. Ça permet aussi d'inscrire dans le travail, dans la peinture, ça permet d'inscrire aussi le geste du peintre, donc le corps du peintre, donc l'énergie du peintre. Et c'est, je crois, Hubert Damisch, puisqu'on l'a cité, qui disait que tout tableau est une sorte de sédimentation d'énergie, une sorte de réceptacle d'énergie, l'énergie par laquelle donc le peintre a dû faire ce tableau, l'énergie qu'il a dû dépenser donc pour fabriquer ce tableau. Alors, effectivement, on voit son geste, donc on voit la trace de la main. C'est pourquoi, d'ailleurs, pendant une partie du XVIIIe siècle, des théologiens ont pu dire que les peintres qui utilisaient de la croûte épaisse étaient des gens de mauvaise moralité, parce qu'ils exhibaient leur corps dans le tableau. Vous voyez, on voyait la trace de leur corps dans le tableau. Et vous savez que le corps, ah là, c'est pas bien. Hein. Donc il faut le dissimuler, le corps, il faut le recouvrir. Alors donc, on a condamné cela. Même d'ailleurs, il y a des lettres de Diderot à Catherine II de Russie, où il reproche à Greuze d'avoir parfois utilisé s'être laissé aller à la pâte épaisse. Et même Diderot, cet homme pourtant si intelligent, si évolué, pensait effectivement que c'était un signe parfois de mauvaise moralité, qu'il en avait un petit peu exagéré. Alors, montrer l'acte du peintre dans un tableau, montrer l'acte du sculpteur dans une sculpture, vous connaissez peut-être ces esclaves de Michel-Ange, qui sont, il y en a 2 au Louvre, mais il n'y en a pas à Nantes, mais il y en a un, je ne crois pas en tout cas, mais il y en a 2 au Louvre, et puis le reste, ils sont au Jardin Boboli à Florence, et puis à l'Accademia à Florence. Ce sont des sculptures très précieuses pour nous, parce que la forme n'est pas terminée, ce sont des sculptures pas finies. Donc on voit la forme qui sort du marbre, et en même temps, on voit, il n'a pas poli ce qu'il a fait, donc on voit le trépan, on voit toutes les traces des couteaux, vous voyez, des coups de massue, des coups de maillet sur la sculpture. On voit vraiment la trace du geste de Michel-Ange dessus, et c'est très précieux pour analyser la façon dont Michel-Ange arrivait donc à faire ces merveilles comme le David, par exemple. Hein. Bien. Donc, là, on voit dans le tableau, donc, doit expliquer, il doit justifier, ça sera quelque chose qui va être très, très important, ça, au XXe siècle, après, il doit expliquer un petit peu son mode de fabrication, il doit expliquer sa formation. Il y a un texte très beau de Paul Klee, le grand peintre Paul Klee, que vous connaissez peut-être que vous l'avez déjà étudié, mais il dit cela. La forme, donc le tableau, l'œuvre, est fin, mort. La formation est vie. Songez donc moins à la forme qu'à la formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à faire une œuvre achevée, à faire une œuvre totalement finie. Il faut penser plutôt à montrer une œuvre en train de se faire. Montrer comment, sous vos yeux, l'œuvre est en train de se faire ou comment elle s'est faite, comment elle s'est réalisée. C'est ça la vie de la peinture, parce que ça vous rend, vous, spectateur de cette peinture, actif. Vous n'êtes plus là en train d'admirer, n'est-ce pas, un tableau de façon passive. Vous reproduisez l'acte qui a permis donc la formation, la création de ce tableau. Vous voyez, c'est-à-dire que plus on va vous demander de bosser finalement. Le peintre, il vous dit, il va vous montrer, c'est pourquoi vous avez parfois des toiles blanches, n'est-ce pas? Le peintre, c'est une sorte de manifeste pictural que le peintre vous montre.
Il vous dit, voilà, moi j'ai amené la toile, bon, je vais au bistrot, à vous de faire le boulot. À vous de créer le tableau, d'imaginer ce que devrait être le tableau si je faisais le tableau. Voilà. Ce qui fait que chacun est libre d'imaginer le tableau qu'il veut. Là encore, solitaire, mais libre. Libre, mais solitaire. N'est-ce pas? C'est le devenir donc du spectateur occidental durant l'évolution de l'histoire de l'art. Alors, évidemment, là, je me suis un peu promené dans les siècles, on va voir quand même comment tout ça a pu s'articuler au cours des siècles et comment, n'est-ce pas, l'imaginaire du spectateur a pu être atteint a pu être déclenché par les peintres. Qui dit peinture, qui dit imaginaire, et tu l'as très bien dit aussi réflexion. C'est-à-dire que la grande peinture, le grand tableau, le chef-d'œuvre, si vous voulez, c'est une peinture qui non seulement provoque la réflexion, mais en même temps est une peinture qui pense autrement que par les mots. C'est-à-dire qu'un chef-d'œuvre, c'est de la philosophie, finalement, sans les mots, par autre chose que les mots, par les couleurs, par les traits, etc. Et voici un exemple assez intéressant que vous connaissez tous. Vous avez tous vu ça, il y a eu je ne sais pas combien de pubs tournées là-dessus. Et pourtant, si on savait combien cela est sulfureux. Car qu'est-ce que Michel-Ange vous dit dans ce plafond de la Sixtine où Dieu donne la vie à Adam? Est censé donner la vie à Adam, vous allez voir que ce n'est pas si clair que ça. D'abord parce que Adam, il est tiré directement d'une sculpture de l'Antiquité, d'une sculpture donc païenne, n'est-ce pas? Ce qui a déjà provoqué un petit scandale au Vatican. Vous savez, la façon, aujourd'hui, quand vous allez à Rome, que vous visitez la Sixtine, n'est-ce pas, avec 800 personnes autour de vous, n'est-ce pas, là, ça n'est plus la solitude du spectateur devant le tableau, mais eh bien, vous ne pouvez pas imaginer cela, mais il a eu beaucoup de problèmes, Michel-Ange, pas le pape, qui l'a toujours soutenu, mais en tout cas avec les membres de la curie. Par exemple, Michel-Ange fait donc un jugement dernier où tout le monde est nu, et donc Biagio da Cesena, qui engage les artistes au Vatican, va voir le pape et lui dit « Ah, Saint-Père, c'est horrible, si vous saviez ce qu'il fait, quoi, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde est nu, Jésus est nu, etc. » Bon, dit le pape, qui n'a qu'une seule peur, c'est que Michel-Ange se fâche et parte et le laisse en plan avec la Sixtine. Alors il convoque Michel-Ange et puis il dit à Michel-Ange « Quand même, il paraît que tu fais une peinture pas très convenable. » Et Michel-Ange a cette réponse magnifique, il lui dit « Faites-nous un monde convenable, on vous fera une peinture convenable. » Et alors, il fait donc ce plafond de la Sixtine. Donc, vous voyez, c'est une sculpture. Adam vient d'une sculpture antique. Il est un peu alangui, Adam. Et ça également, c'était interdit. C'était très mal. C'était interdit. Disons que c'était interdit. Pour simplifier, il ne fallait pas montrer l'alanguissement des corps dans la peinture religieuse. Pourquoi? Bien parce que, allez, il n'y a pas de mineurs ici, on peut en parler, n'est-ce pas? Bon. L'alanguissement, c'est quand même l'état dans lequel on se trouve après avoir pris, disons, le plaisir sexuel. Bon, alors évidemment, il ne faut pas montrer ça, il ne faut pas montrer le corps, il ne faut pas montrer, n'est-ce pas, des choses comme ça. C'est bon. Donc, il ne fallait surtout pas montrer l'alanguissement. Alors, les peintres, d'ailleurs, ils ont recours à un tas d'artifices. Ils adorent montrer, par exemple, Jésus mort dans les Pietà, parce que l'abandon du corps de Jésus, ça permet effectivement donc de raconter aussi, de parler de l'alanguissement du corps, n'est-ce pas, après l'acte amoureux. Bon. Ici, Adam, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'il vient de passer un bon moment avant que Dieu s'invite chez lui. Puis regardez bien, le geste, le mouvement est très clair. Dieu va vers Adam. Il tend son doigt vers Adam, avec toute cette petite nuée derrière de petits angelots, n'est-ce pas, qui l'accompagnent, dans une nuée, dans un grand manteau, etc. Il n'a pas encore touché. Vous voyez, il y a un petit espace entre les deux doigts, entre la main mollassonne d'Adam, et puis la main énergique, donc le doigt énergique de Dieu. Et pourtant, il y a une chose troublante. Adam a les yeux ouverts. Dieu ne lui a pas encore donné la vie. Et pourtant, il a les yeux ouverts. Alors quoi?
Serait-il déjà vivant avant que Dieu lui ait donné la vie? Est-ce que Michel-Ange voudrait dire que finalement, Dieu n'a pas donné la vie à Adam, il lui a donné peut-être la conscience, mais il ne lui a pas donné la vie? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que la Sixtine est remplie de questionnements comme ça, au point qu'après la mort de Michel-Ange, un cardinal a publié un pamphlet contre Michel-Ange en disant qu'il fallait absolument qu'on recouvre d'une autre fresque le jugement dernier et le plafond, qui sont des choses horribles, des choses épouvantables. Penser que les papes sont élus sous ces choses épouvantables, n'est-ce pas? Adam qui vient de faire des choses pas bon. À un autre moment, quand Dieu sépare la lune, le soleil, la terre, il montre un Dieu qui tourne sur lui-même. Il le montre en contrapposto, ce qu'on appelle un contrapposto en peinture, c'est-à-dire il le montre à la fois de face et puis de dos, comme s'il tournait, vous voyez, sur lui-même. Et quand il est de dos, il fait un mouvement violent, Dieu, et son habit se soulève et Dieu montre ses fesses, n'est-ce pas? Je ne vous raconte pas toutes les érections qu'il y a, n'est-ce pas? Adam, quand Ève le tente avec la pomme, n'est-ce pas? Il a une belle érection, puis quand ils sont chassés du paradis terrestre, plouf, c'est retombé. Bon, tout ça, imaginez que tout ça, ça se passe au-dessus de l'endroit où on élit les papes. C'est quand même extraordinaire. Bon, extraordinaire, bien. Pensez que le jugement dernier, alors ce fameux Biagio da Cesena, quand Michel-Ange apprend que c'est lui qui l'a vendu, en quelque sorte, il dit au pape, oh, celui-là, je lui garde une petite vengeance. Et puis Biagio da Cesena revient quelques semaines après voir le pape, il dit, Saint-Père, c'est horrible, si vous saviez ce qu'il m'a fait, quoi, qu'est-ce qu'il t'a encore fait? Et Biagio da Cesena dit, il m'a peint parmi les damnés. Et le pape a cette réponse à son tour magnifique, et lui dit, ah, chez les damnés, je ne peux rien pour toi, c'est pas mon royaume. Donc, Biagio da Cesena est le personnage aujourd'hui à droite, en bas à droite du jugement dernier, qui est donc chez les damnés, donc peint par Michel-Ange. Alors, vous voyez, évidemment, ça déclenche, c'est une leçon que donne le peintre. On ne sait pas d'ailleurs quelle est sa leçon, parce qu'on ne sait pas très bien quelle était la pensée religieuse de Michel-Ange. Il appartenait à tout un courant de pensée philosophique qui s'appelait les néo-platoniciens, et qui mêlait, si vous voulez, les philosophes de l'Antiquité avec les théologiens modernes et avec la pensée chrétienne. Donc c'était une sorte, vous voyez, de salade un peu compliquée. Il appartenait aussi à un courant très réformateur du catholicisme, qui était pour une réforme, pour une refonte totale, si vous voulez, des cultes et puis de l'organisation de la vie religieuse. Mais on a un petit peu de mal, vous voyez, à comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Et évidemment, cela ajoute à notre questionnement, donc au déclenchement de notre imagination. Il faut toujours laisser une certaine part d'ambiguïté dans les choses pour que, effectivement, l'imagination et la réflexion du public puissent se faire. À la même époque, ou à peu de choses près, vous avez Paolo Uccello, dont je vous ai déjà parlé, en vous disant donc c'est un homme qui était fasciné par la perspective. Pensez qu'il était marié à une femme beaucoup plus jeune que lui, très belle, et qu'il l'a quittée parce qu'il trouvait qu'elle lui prenait beaucoup trop de temps pour l'étude de la perspective. Alors, il l'a quittée, mais vous savez, pensez, ça paraît un peu amusant comme ça, un petit peu ridicule, mais après tout, au XXe siècle, on a bien des gens qui ont quitté femmes et enfants, des révolutionnaires qui ont quitté tout le monde pour la cause, pour s'engager pour la cause. Après tout, c'est même d'ailleurs bien les gens qui ont quitté tout ce qu'ils avaient pendant l'occupation allemande pour rentrer dans la résistance, vous voyez. Ben, il faut penser ça de Paolo Uccello. Vous voyez, la perspective, c'était la cause. C'était quelque chose qui bouleversait complètement la vision du monde qu'on avait à l'époque. C'est une vision qui se rapproche, je vous l'ai dit, de celle de Giordano Bruno, qui avait dit que le monde, que l'univers n'a pas de centre, mais qu'il y a une infinité de centres, donc il n'y a pas de centre, et qu'il y a une infinité de mondes, que notre monde n'est pas le seul, etc. Et ça lui a valu d'être brûlé par l'Inquisition sur le Campo dei Fiori à Rome en l'an 1600, à la fin février 1600. Vous voyez que la peinture donc, de Paolo Uccello est une peinture profondément engagée. Alors je voulais vous montrer cela parce que justement, elle illustre bien ce que tu disais tout à l'heure,
sur le spectateur regardé. Car il s'agit, vous savez, d'un des 3 panneaux de la bataille de San Romano. Il y en a un à Londres, à la National Gallery, un à Florence, au Musée des Offices, et puis il y en a un au Louvre, on en a hérité d'un, qui est en mauvais état, vous voyez, c'est celui-ci, mais qui est quand même très intéressant. Déjà, il y a une sorte de décomposition du mouvement. Si vous regardez bien, le tableau se lit de droite à gauche. Vous voyez, ce cheval-là, il a les pattes au sol. Celui-ci, il a une patte levée, donc il a déjà amorcé un peu le mouvement. Celui-ci, il a les 2 pattes levées, donc il est en plein mouvement. Et puis celui-ci, donc, il a les pattes qui se rabaissent. Donc, vous voyez, c'est le mouvement va comme ça. Le cheval se met en branle, si vous voulez, et puis le mouvement va s'arrêter ici. Pareil pour les lances. Vous voyez, les lances vont en s'abaissant. Donc, c'est l'assaut qui est donné donc, aux ennemis et qui vont assurer le succès, la victoire de Florence et des Médicis sur la ville rivale donc, de Sienne. Mais surtout, les armures que vous avez ici, alors si vous allez au Louvre, évidemment, ça s'est un peu abîmé avec le temps, vous ne vous en rendrez pas bien compte, mais les armures, elles étaient peintes en argent, avec de l'argent. On utilisait beaucoup des matériaux précieux, de l'or, de l'argent. Il y avait les Strozzi, qui étaient la grande famille rivale des Médicis, à un moment donné à Florence, commandent un tableau encore gothique, avec beaucoup d'or dedans, et ils disent, voyez, nous sommes des gens riches. Ça ne veut pas dire que nous sommes des gens de goût, nous avons fait faire un chef-d'œuvre. Non, nous sommes des gens riches et notre tableau coûte cher parce qu'il est plein d'or. Bon. Et là, c'était de l'argent. Ce qui fait que quand vous regardiez ce tableau, imaginez, vous regardez ce tableau dans la pièce où il était, bien, vous vous voyez comme dans un miroir. Tiens, le miroir, c'est le principe même de la peinture, si on se réfère à Narcisse, n'est-ce pas? Quand vous voyez toujours un miroir dans un tableau, c'est la peinture qui se raconte elle-même. Le miroir est le symbole même de l'existence, si vous voulez, de la peinture. Ce qui fait que les peintres en jouent. Ils ne montrent pas tout à fait dans le miroir ce qui devrait être. Si vous regardez très souvent, chez les très grands peintres, ce qu'on voit dans le miroir n'est pas tout à fait exactement ce qu'on aurait dû voir dans le miroir. Il y a un décalage entre le modèle et puis le reflet. Et évidemment, le sens du tableau, souvent, est dans ce décalage. Bien, ici, donc, vous, spectateurs, vous voyez dans ce miroir. Vous voyez, n'est-ce pas, vous regardiez regardez le tableau. Le tableau, en fait, vous regardez, le regardez. C'est un jeu de regard important. Et du coup, on ne sait plus où est la réalité, où est la fiction, où est le tableau, où est le réel. Où est-ce que le peintre a fait? Après tout, le peintre, il a mis sa peinture argentée, il a mis son pigment d'argent, mais en même temps, il ne contrôle pas tout. Si vous êtes devant ce miroir, vous pouvez faire des grimaces. Si vous êtes devant son tableau, vous pouvez faire des grimaces, et vos grimaces se reflètent dans le tableau. Vous voyez, vous devenez vous-même un des acteurs du tableau. Vous devenez vous-même quelqu'un qui peut agir sur le tableau. Le tableau garde une part de choses aléatoires qu'on vous demande donc de restituer, d'assumer, seul, encore une fois, mais libre de compléter en quelque sorte le tableau. Alors peu à peu, évidemment, tout cela fait que, puisqu'on vise à impressionner le public, on vise à déclencher chez le public des sentiments, on se détache donc de la réalité. Et on se dit que la peinture n'a pas à refléter exactement la réalité. Vous savez que vous allez faire hurler tous les peintres si vous dites, en regardant un portrait, « Oh, que c'est beau, on dirait une photo ». Ça, alors là, les peintres vont vous arracher les yeux. Hein. Pensez à Picasso, qui fait le portrait de Gertrude Stein. Il lui impose des séances de pose interminables, etc. Puis, il en a assez, elle aussi. Alors, il lui dit, c'est plus la peine que vous veniez, je vais me débrouiller sans vous. Et il continue le portrait de Gertrude Stein. Et puis vient un jour quelqu'un un ami des deux, un ami commun, et il dit, tiens, montre-moi ce que tu fais sur Gertrude. Alors il lui montre, et le gars dit, oh, c'est pas très ressemblant. Et Picasso a cette réponse fabuleuse quand on y pense, parce que c'est non seulement une blague, mais c'est aussi presque une philosophie, vous voyez. Il lui dit, tu verras, elle fera tout pour ressembler à son tableau, à son portrait.
C'est génial. Ça veut dire, moi, Picasso, je fais un portrait, il n'est pas ressemblant, et pourtant c'est plus elle qu'elle-même. Vous voyez, j'ai découvert sur elle des choses qu'elle ne sait pas elle-même d'elle-même. Et elle finira par lui ressembler parce qu'elle découvrira que les choses que j'ai trouvées sur elle, c'est la réalité, c'est sa réalité profonde à elle-même. N'est-ce pas? Bien. Alors donc, le peintre se libère du modèle, de la réalité, et il va s'adresser à vous par toute une sorte de système bizarroïde, en particulier celui-ci. J'aurais pu choisir Léonard de Vinci, j'aurais pu choisir Victor Hugo qui faisait la même chose. J'ai choisi un peintre. Vous savez que Victor Hugo est un grand peintre, non seulement un écrivain ô combien génial, mais un peintre aussi ô combien génial. Il faut regarder dans des livres les peintures de Victor Hugo qui sont fabuleuses. C'est du surréalisme avant la lettre. Bien. Alors, c'est un peintre qui s'appelle Cosens. C-O-Z-E-N-S, un peintre de la fin du XVIIIe. Regardez. On part d'une tâche. On fait une tâche sur un papier. Puis de cette tâche, on travaille sur la tâche et on arrive ici, n'est-ce pas, dans cette étape 2, ici, à un tableau, à un paysage qui sort de la tâche. Vous voyez, on part de ça, puis de ça, qui est une autre forme de tâche, puis peu à peu, ça se construit et on arrive à un paysage. Voici ce que dit Cosens là-dessus. Réfléchissant un jour, en compagnie d'un élève doué d'un grand talent naturel, à la composition originale de paysages par opposition à sa copie, je déplorais l'absence d'une méthode mécanique suffisamment prompte et souple pour accoucher les idées d'un esprit fertile ayant des dispositions pour l'art du dessin. À cet instant, il se trouva qu'un vieux bout de papier me tomba sous la main, et qu'ayant jeté un léger coup d'œil, j'y traçai rapidement à l'aide d'un crayon quelque chose comme un paysage, afin de noter quelque idée susceptible d'être transformée en loi. À la réflexion, il m'apparut que les taches sur le papier, bien que des plus indistinctes, m'avaient inconsciemment incité à exprimer l'aspect général d'un paysage. Tandis que je poursuivais cette entreprise, j'appris que Léonard de Vinci avait évoqué quelque chose de semblable dans son traité de la peinture. On imagine assez aisément avec quelle avide curiosité je consultais le livre. Après avoir lu le passage particulier qui tendait à confirmer ma propre opinion, je tenais désormais une autorité à invoquer en sa faveur, et telle que les gens d'esprit seraient disposés à lui accorder quelques considérations. Voici le passage en question. Je ne saurais manquer de placer parmi ces préceptes un nouveau mode de spéculation qui peut sembler mesquin et même ridicule, mais n'est pourtant pas sans efficacité pour exciter l'esprit à des inventions variées. Le voici. C'est donc là, il cite Léonard de Vinci. Si tu regardes des murs souillés de taches ou fais des pierres de toute espèce, pour imaginer quelques scènes, tu peux y voir l'analogie de paysages aux décors de montagnes, de rivières, de rochers, d'arbres, de plaines, de larges vallées et de collines disposées de façon variée. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux mouvements rapides, d'étranges visages et costumes, et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complète. Après tout, vous le savez bien, parfois vous regardez le ciel, puis vous dites « Tiens, oh, c'est marrant, je vois un chien ». Et puis quelqu'un d'autre va dire « Ah non, moi c'est plutôt, là je vois un vieux monsieur. Oh, tiens, moi je vois une voiture. » Enfin, vous voyez, bon, c'est l'imaginaire qui se déclenche dans le nuage, dont Hubert Damy, disait que c'était le cauchemar de la perspective, puisque ça change tout le temps un nuage. Hein, ce n'est pas une architecture fixe, ça change tout le temps. Et c'est justement dans cette forme indistincte, dans cette chose difficilement définissable, si vous voulez, que l'imagination peut naître. Et quand vous voyez ces planches-là de Cosens, vous voyez, on se rend bien compte que finalement, un des intérêts du tableau, c'est de rendre compte de sa fabrication, de sa formation, que la forme, finalement, n'est pas tellement ce qui peut nous toucher en peinture. Ça peut nous toucher, on se dit « Ah, c'est bien peint, ah, c'est un beau personnage, etc. Ah, j'aime les couleurs, etc. » Mais ce qui est intéressant, ce qui fait qu'on s'attache à un tableau et qu'on peut le regarder des années, c'est avant tout donc aussi qu'on sent le processus de sa formation qui se trouve enserré, qui se trouve démontré en lui-même. Et puis,
On est donc fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, donc on s'approche du romantisme, on est à peu près à l'époque, si vous voulez, où Beethoven crée ses plus grandes œuvres, vous voyez, en Allemagne, et il y a un peintre qui se rapproche beaucoup de Beethoven, je vous montrerai après. D'abord, je vous montre Fuseli, ce peintre du cauchemar, mais alors mes photos elles se sont un peu mélangées là. Fuseli est un peintre qui est fils d'un pasteur, lui-même fait études de théologie, puis il est chassé. Et on peut dire que c'est un peintre important pour le déclenchement de l'imaginaire du spectateur, parce que déjà un petit peu, bien avant Freud, c'est le peintre de l'inconscient. Fuseli, F-U-2-S-L-I, avec un petit umlaut sur le U. C'est le peintre de l'inconscient. Et l'inconscient, chez lui, se manifeste sous la forme du cauchemar. Alors, c'est le peintre essentiellement du cauchemar. Voici un tableau qui représente un cauchemar. Et puis, voici un autre, la même chose, parce que comme ça marche bien, eh ben, ma foi, il fait toute une série sur le cauchemar. Voici donc deux cauchemars différents, avec cette femme qui dort normalement, mais tiens, l'alanguissement. L'alanguissement aussi a trait à la sexualité. Dans les deux cas, vous voyez, dans les deux tableaux que je vous montre, on peut dire qu'il y a effectivement donc un rapport à la sexualité. L'inconscient, Freud le dira bien plus tard, est lié à la sexualité. Le personnage, espèce de bestiole, il y a de quoi faire un cauchemar quand on croit qu'on a son petit chat qui dort sur soi, n'est-ce pas, la nuit, puis qu'on se réveille et qu'il s'agit d'une bestiole pareille, il y a de quoi faire un cauchemar. C'est un kobold, donc le personnage du symbole donc, du maléfique. Et puis, vous avez aussi, dans les deux cas, vous voyez ce cheval, cette tête de jument qui apparaît. Elle a des yeux un peu inquiétants, cette jument. Nightmare en anglais, n'est-ce pas? Et mare aussi, c'est la jument. Donc, effectivement, le cheval, la jument, c'est le symbole même, du cauchemar. C'est évidemment donc un personnage qui montre que la nuit, ce qui se passe la nuit en nous et qu'on a parfois oublié le matin, est quelque chose d'effroyable, d'effrayant. On n'a plus envie de dormir quand on voit ça, hein. On n'a pas envie de se coucher, en tout cas. On a envie de passer des nuits blanches, d'aller faire la fête à Nantes. Bon. En même temps, il y a une idée à l'époque, une conception à l'époque médicale, qui dit que la mélancolie, donc l'alanguissement, elles sont mélancoliques, ces deux femmes que je vous montre, la mélancolie, et c'est pourquoi je vous dis que la sexualité a à voir avec la peinture, n'est-ce pas, avec l'imaginaire de la peinture, l'alanguissement, la mélancolie, c'est le propre des femmes qui n'ont pas d'activité sexuelle. Et voilà ce que vous dit ici, vous voyez, Fuseli. Voilà ce que vous dit Fuseli. Bon, ça paraît un petit peu absurde comme cela, mais ça vous montre qu'il y a aussi, dans l'imaginaire de la peinture qui s'adresse à nous, il y a une grande part d'érotisme. Je vous ai parlé de Narcisse. Bien, Narcisse, il se penche sur l'eau et il regarde son image. Il tombe amoureux de son image, le pauvre, hein, de lui-même et d'une image. Il n'a pas de chance. Bon. Et il dit « je t'aime » en regardant cette image, et puis il fait ce que tous les amoureux du monde ont envie de faire. Il tend la main pour la toucher. Pof, ça se brouille. Ça se brouille. Et le mythe de Narcisse définit parfaitement ce qu'on pourrait appeler l'érotique de la peinture, la contemplation sans le toucher, sans la possession. Regardez, je ne l'ai pas amené parce que je ne peux pas vous montrer toute l'histoire de la peinture en une heure, mais regardez ce chef-d'œuvre absolu d'un de mes dieux, la Vénus d'Urbino de Titien, qui se trouve aux Offices à Florence. La Vénus d'Urbino de Titien. C'est l'illustration même, voyez, de cette définition de l'érotique de la peinture dans la peinture occidentale depuis le mythe de Narcisse exprimé par Léon Battista Alberti. Et Fuseli reprend, si vous voulez, cela, il reprend cela dans ses œuvres, et c'est cette espèce de plongée dans le rêve, de plongée dans le cauchemar, 2 siècles avant les surréalistes,
Vous savez, les surréalistes qui attachaient une grande importance au rêve, rappelez-vous, Buñuel et Salvador Dali, qui avaient décidé pendant plusieurs mois de prendre tout leur petit déjeuner ensemble et de se raconter leurs rêves de la nuit et d'essayer d'écrire une histoire où les deux rêves se mélangent, les deux rêves s'imbriquent. Le rêve, le cauchemar, tout cela sont des choses que les surréalistes vont mettre en exergue, et vous en avez un très bel exemple avec Fuseli. Et puis l'imaginaire du spectateur, je crois que c'est effectivement dans ces années donc, dont je vous parle, les années du grand Beethoven, le début du XIXe siècle, les années qui vont de 1800 à 1830, si vous voulez, le grand romantisme en Allemagne, qu'un peintre qui s'appelle Gaspard David Friedrich exprime cela à merveille grâce à l'indistinct des formes. Alors, je ne peux pas vous faire cela, je suis obligé de simplifier, de schématiser. On peut dire que l'histoire de la peinture, c'est, entre autres, l'hésitation permanente entre le trait et la couleur. La peinture moderne, prenez par exemple un peintre comme Fernand Léger, ça sera l'union des deux, mais le décalage des deux. Chez Fernand Léger, par exemple, quand il vous dessine un personnage, la couleur de son costume n'est pas exactement sur le costume, elle peut déborder, voyez, elle peut se situer à l'extérieur du personnage. La couleur se détache du trait. Mais c'est vrai que quand on dessine moins et qu'on donne plus de couleurs, on arrive plus rapidement, si vous voulez, à une espèce de non-figuration, d'absence de figuration, qui, fatalement, qu'on le veuille ou non, déclenche beaucoup plus notre imagination que quand on voit quelque chose de précis. Là, Gaspard David Friedrich, il vous peint un moine au bord de la mer, au bord de la mer Baltique. Il fait un décor grandiose, vous voyez, c'est gigantesque, hein, le ciel est gigantesque, et puis le personnage, il est minuscule sur cette plage. Et ce qui ajoute encore à notre imaginaire, au déclenchement de notre imaginaire, c'est non seulement l'indistinct, on se demande mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va se noyer, le ciel le ciel est tellement humide, tellement liquide qu'il va l'engloutir. Mais si vous regardez bien, il le peint d'une manière totalement hallucinante pour l'époque. On a l'impression, enfin on n'a pas encore, que je sache, dans les années, au début du XIXe siècle, on n'a pas encore inventé la photo. Hein. Il le peint comme si on avait fait ça avec un grand angle, comme si on l'avait photographié avec un grand angle. Vous voyez, comme notre champ optique est ouvert. Ça, c'est un procédé que va beaucoup utiliser Gaspard David Friedrich et qui décale, si vous voulez, quand on le regarde, ça décale parfaitement notre vision de la vision habituelle. On ne perçoit pas ce tableau comme on perçoit habituellement la réalité. Et ça fait partie de cette progressive destruction de l'appareil perceptif dont nous héritons depuis la Renaissance, qui se base sur la perspective. Vous voyez, là, il n'y a aucune perspective de définie, n'est-ce pas? La perspective, la vraie perspective, elle doit vous donner de la stabilité. Quand vous regardez un tableau de la Renaissance italienne avec une perspective bien tracée, vous avez l'impression, là, que vous avez vos pieds bien placés au sol et que le bateau ne tangue pas. Vous êtes bien fixe au sol. Plus la perspective va se dissoudre, plus vous avez l'impression d'être déstabilisé en regardant le tableau, de perdre vos repères spatiaux, n'est-ce pas? Forcément, là encore, n'est-ce pas, vous êtes porté vers l'imagination, vous êtes porté vers l'imaginaire. C'est en vous faisant perdre vos repères, et ça, les impressionnistes vont le faire génialement plus tard, mais Gaspard David Friedrich le faisait déjà, vous voyez, c'est en vous faisant perdre tous vos repères que finalement, il vous capte, le peintre. Il vous capte, il capte votre attention, il déclenche votre imaginaire, et vous vous posez des questions en regardant ce tableau. Vous imaginez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Quand il peint ce tableau, il a lu un roman très célèbre de l'époque, de Lewis, qui s'appelle Le Moine, et qui est un des premiers romans noirs, si vous voulez, un des premiers romans de terreur qu'on a écrit en Europe. Et on sent cette angoisse. En plus, lui-même, dans sa vie, a eu quand même
des choses un peu dures à vivre, puisque quand il est petit, il est enfant, il se promène sur un fleuve gelé avec son petit frère, et puis la glace craque, le petit frère s'engloutit dans le trou, et la glace se reforme, et c'est comme ça qu'il perd son petit frère. Vous voyez, il y a de quoi être traumatisé pour quelques années, en tout cas. Bon, lui, il aura été traumatisé toute sa vie, mais l'espèce d'horreur, vous voyez, l'espèce de contact avec le surnaturel, c'est quelque chose qui le marque beaucoup. Alors cet imaginaire, il le développe encore dans ce tableau dont il considère qu'il est le pendant, une abbaye donc dans le bois, et qu'il est le pendant au moine que vous avez vu. Et regardez bien, toujours cet effet de grand angle qui est accentué, qui est souligné par l'espèce d'arrondi, d'arc de cercle de la lumière. Et aussi, puisqu'on vous parlait tout à l'heure, je vous parlais de Magritte qui peint au XXe siècle une maison au bord d'un canal. La maison, elle est dans la nuit avec un réverbère allumé, puis le ciel, c'est un ciel de jour et même d'un jour d'été, vous voyez, avec le soleil. Là aussi, vous voyez, vous avez le bas du tableau qui a un éclairage de nuit et le haut du tableau qui a plutôt un éclairage de jour. Oh, pas un jour très ensoleillé, mais enfin, on est dans l'Allemagne du Nord, hein, on n'est pas sur la Côte d'Azur ou en Tunisie. Bon, hein. Et puis alors, décidément, ils sont tous mélangés. Et puis alors, autre chose qui lui permet aussi de déclencher, de s'adresser à votre imaginaire, c'est ce personnage qui contemple donc une mer de nuages. Alors c'est un personnage qui, évidemment, ne voit pas le réel, il ne voit pas la société. La société, elle est en dessous, là, sous les nuages. Hein. Il est monté très haut. D'ailleurs, on se demande comment, parce qu'il n'est pas vraiment en tenue d'alpiniste, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire, bon. Et il est monté pourtant donc sur des sommets tels qu'il est au-dessus des nuages. Il est au-delà, si vous voulez, du monde habité. Il est dans un monde minéral, n'est-ce pas, où il n'y a plus âme qui vive. Et il contemple donc, le monde, il contemple cela sans le voir. Il ne voit que ce qui est au-dessus du monde. Si on regarde bien, il possède, on est en 1818, on est à l'époque du Congrès de Vienne, et il y a des révoltes partout dans l'Empire. Dans l'Empire, il y a des révoltes partout. Beethoven soutient toutes les révoltes, lui. C'est un bon. Et on interdit, puisque l'Allemagne, les États allemands veulent leur indépendance, on interdit de porter la redingote allemande. Ah, le costume, c'est pas toujours neutre. Hein. En Italie, sous les Autrichiens, on interdit de porter le béret à la Verdi parce que justement, c'est le symbole de la résistance de la musique italienne contre la musique allemande, autrichienne. Bon. Là, il a une redingote allemande, et donc il serait peut-être un révolutionnaire, vous voyez, qui s'est insurgé donc contre l'autorité de l'Empire. Bien. Mais surtout, vous voyez, il est de dos. Il regarde de l'autre côté de vous. Il regarde dans le même sens que vous, finalement, n'est-ce pas ? Il regarde vers un horizon que vous voyez également. Il vous incite à le suivre. Un personnage de dos, c'est comme s'il vous disait « Allez, rentre dans le tableau derrière moi, viens, laisse-moi te guider là où je vais t'emmener, et tu ne sais pas où je vais t'emmener. » Et voilà comment, d'un seul coup, n'est-ce pas, votre imaginaire vers ce lointain, donc, est transporté. C'est quoi ce lointain ? C'est peut-être tout simplement notre destin. Ce personnage qui vous disait au début « Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis », c'est la même chose ici, finalement. Vous voyez, mais on ne s'adresse pas à vous directement. On vous montre l'horizon et un jour, vous serez vous-même dans l'indistinct des formes. L'indistinct des formes du tableau, ça sera votre indistinct à vous-même. Alors il va répéter ça plusieurs fois. Vous voyez, là on est au ras du sol. On est revenu sur la mer Baltique. Il y a dans l'après-midi, il y avait le moine qui est passé. Puis là, il y a ces deux personnages qui vont se promener et qui regardent, qui contemplent, ils sont de dos, ils ne font rien, ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à attendre que le destin les prenne. Hein, on n'a rien à faire, la vie, finalement, elle se déroule sans nous. Bon, bien sûr, il faut qu'on fasse des études chez Audencia, etc., des stages à droite et à gauche, bon. Mais enfin, bon, notre destin, il se déroule tout seul. Hein.
On naît, on grandit, on vieillit, on disparaît. Ben oui, quoi, c'est comme ça. Bon, hein, voilà. Donc voilà ce qu'il vous dit avec ça. Pareil, avec ce très beau tableau, vous voyez comme avec cette ombre, ce contre-jour, avec cette espèce d'absence totale de décor, et toujours cette idée qu'on a un champ de vision très large, comment justement donc il déclenche votre imaginaire avec des moyens finalement extrêmement simples. Alors il n'utilise pas que des moyens très simples, parfois il rend les choses plus complexes. Il rend les choses plus complexes avec ces bateaux. Toujours des personnages, donc cette fois-ci ils ne sont pas vraiment de dos, mais enfin ils sont quand même pas très actifs, n'est-ce pas? Puis au loin il y a des bateaux. C'est curieux quand même, regardez ce bateau-là. Quand on le regarde, c'est bizarre cette voile. On a l'impression qu'elle n'appartient pas au bateau ou qu'elle appartient à un bateau dont on ne voit pas la coque, qui serait peut-être, je ne sais pas, dans les nuages. Vous avez déjà vu un bateau dans les nuages? Si vous avez déjà vu un bateau dans les nuages, il faut arrêter de prendre certaines substances, n'est-ce pas? Bien. Alors c'est quoi les bateaux? Ben, c'est une référence à toute la philosophie, si vous voulez, égyptienne, un peu à la sauce 19e siècle, vous voyez, à la sauce Sturm und Drang, si vous voulez. C'est le voyage de l'âme. C'est le voyage de l'âme. C'est la barque qui, chez les Égyptiens, vous emmène donc sur le fleuve et vous emmène au royaume des morts. C'est le destin qui vous attend. Allez, embarquez. Non, merci, je prendrai le suivant. Oui, bien sûr, mais le bateau va rester là. Il y en a plusieurs d'ailleurs, donc même si vous ne prenez pas celui-là, l'autre sera là pour vous accueillir. Le bateau, c'est ça, vous voyez. Et puis alors, dans cet autre tableau qui se trouve à Winterthur, près de Zurich, dans un très très beau musée, si vous allez un jour en Suisse, les Suisses ont de l'argent, donc il y a des beaux musées en Suisse, ça vaut la peine. Zurich, le musée est merveilleux. Winterthur, en plus il est payé par Paribas, alors il y a tout ce qu'il faut dedans, il est en très bon état. Et il y a ce chef-d'œuvre de Gaspard David Friedrich, donc les falaises de Runge. Regardez, ici, vous avez une femme. Enfin, on va d'abord parler de celui-là. Celui-là, il est en mauvais. On ne sait pas s'il va tomber. Il risque de tomber parce que le chapeau, quand même, il a déjà perdu son chapeau, et donc il est en mauvaise posture. Mais en même temps, il est agenouillé. Alors ça, c'est l'humilité chrétienne. Elle s'accroche après son arbre, j'espère qu'il n'est pas déterré, puis elle tend la main vers lui, comme pour l'aider, lui disant « Tiens, donne-moi la main si tu tombes. » Bon, c'est la charité. Puis le personnage un peu absent qui regarde le lointain, lui, c'est le penseur. C'est celui qui médite. Ces falaises blanches, vous voyez, c'est une coupure très nette, brutale, violente. Vous voyez, tout est très peu dessiné, sauf ces falaises qui sont d'un blanc éclatant, et puis également très très bien dessinées. C'est la séparation entre le monde, notre monde un peu tristounet, un peu sombre, n'est-ce pas, et puis le lointain là-bas. La mer avec, on distingue, là, il y a une petite voile ici, puis il y en a une autre ici, puis encore une là, voyez. Toujours les bateaux. C'est le monde des lointains, toujours le destin, toujours la mort qui va vous emmener. Et il vous invite finalement à méditer sur la condition humaine, voyez, sur la condition humaine, sur ce destin inexorable qui va vous prendre. Ah, vous pouvez, oui, bien sûr, lui, là, il est mal, peut-être que c'est le premier qui va embarquer finalement, puisqu'il est déjà à terre, il suffit qu'il roule un petit peu, il arrive en bas, et la barque l'attend et l'emmène au bateau. Ben oui, peut-être qu'elle va le sauver, mais ça n'est que partie remise finalement, vous voyez, ça n'est que partie remise. Un jour, il va aller. Alors en même temps, on est au XIXe siècle, et un vieux réactionnaire qui s'appelle Edmund Burke, il porte bien son nom, n'est-ce pas, qui vilipende, c'est un Anglais qui dit pique-pendre de la Révolution française, mais il a un coup de génie, il définit ce que les romantiques vont appeler le sublime. Et le sublime pour Edmund Burke, ça sera pareil d'ailleurs pour Victor Hugo après, c'est l'expérimentation du danger en s'en sachant protégé. Vous regardez un incendie sur un tableau. Ah, il y en a un chien, quel incendie!
En même temps, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille, vous savez quand vous allez sortir du musée bientôt, que vous allez avoir le choix entre aller prendre un pot ou aller au cinéma après, eh bien, ça va, quoi. Vous n'êtes pas, même si les pompiers sont en retard, ça ne vous concerne pas beaucoup. Bien. Vous voyez, l'incendie du Louvre ou de l'Opéra par Hubert Robert au Louvre, bah, ma foi, vous êtes protégé. Et là, la vision du danger, en s'en sachant protégé, c'est la vision esthétique du sublime. C'est le sentiment violent. Vous êtes saisi, n'est-ce pas, d'un sentiment violent en regardant ce tableau. Vous dites, non, ils vont tous mourir là-dedans, là. Personne ne va s'en sortir. Ah oui, mais bon, ça n'est que de la peinture, mais vous avez quand même exprimé le sentiment, vous avez quand même ressenti le sentiment. Vous voyez, vous avez quand même ressenti ce sentiment. Donc, votre imaginaire a travaillé. Vous voyez, le sentiment a déclenché votre imaginaire. Et puis, là, vous voyez, cet imaginaire, il peut aussi être calme. Je vous ai montré des tableaux un peu inquiétants. Là, on n'est plus dans l'inquiétude. On est comme, si vous voulez, dans une forme apaisée de la vision de son destin, n'est-ce pas? Le peintre vous montre ce qui va vous arriver, le peintre vous montre votre destin qui va. Mais toujours, vous voyez, même si ces bateaux, ces 3 bateaux ici, avec cette voile, ces voiles qui rappellent le bateau qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on a toujours donc cette espèce de travail sur l'indistinct du lointain. Et puis, vous voyez aussi comme vous êtes un peu quand même, malgré tout, en état de déstabilisation parce que la vision qui vous montre ne correspond pas, encore une fois, à la vision normale. Hein. Vous savez, si on voulait parler de focale, si on voulait ramener ça à une focale 24-36, un appareil numérique avec un capteur 24-36, par exemple, on dirait que la vision normale d'un homme normal ou d'une femme normale, c'est 50-55 mm, et puis la vision grand angle, c'est 28-24 mm. Au-delà, c'est vraiment plus même qu'un grand angle, ça devient presque un fish-eye, mais en tout cas 24, vous voyez, 28 mm, et il est entre 24 et 28 mm, vous voyez, perpétuellement, Gaspard David Friedrich. C'est-à-dire que pour des gens, en plus, qui n'ont jamais vu de photos peintes, prises avec un grand angle à l'époque, n'est-ce pas, c'est une vision totalement déstabilisante, évidemment. Bon, alors je saute les Demoiselles d'Avignon, puisque on l'a vu tout à l'heure, et je voudrais finir sur ce tableau de Velázquez, Les Ménines, qui est sans doute la plus belle expérience, si vous voulez, d'une peinture qui peint ce qu'on ne peut pas peindre. Regardez. Vous regardez ce tableau, je simplifie, hein, on peut faire... je reviens d'ailleurs à Nantes le mois prochain, je crois, ou en mars, je crois, pour faire quelque part une conférence sur les Ménines. Vous avez Velázquez ici, avec le tableau, vous ne voyez pas ce qu'il peint. Ça, vous savez, c'est un grand truc des peintres, des grands peintres, de ne pas vous montrer ce que le personnage fait, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Il peint quoi? Eh bien, il peint ce qu'il voit ici, là où vous êtes. Mais là où vous êtes, ça se reflète dans un miroir. Nom d'un chien, encore un miroir. Ah, décidément, le narcisse, hein, on n'en sort pas. Bon. Et dans ce miroir, il n'y a pas vous, mais 2 personnes. C'est le roi et la reine. Mais le roi et la reine, à l'époque, on n'a pas le droit de les peindre ensemble. Il faut faire des portraits séparés. On n'a pas le droit de peindre le couple. On fait soit le portrait du roi, soit le portrait de la reine. Alors, est-ce qu'il peindrait les 2? Mais qu'est-ce qu'il peint, en fait? Moi, j'ai envie de dire, il me peint moi. Puis vous avez envie de dire, il me peint moi, puisque vous êtes dans l'axe de sa vision. Mais en même temps, vous savez bien qu'il ne peint pas vous, puisque ce qu'il voit, ça n'est pas vous. Ce qu'il voit, c'est ce qui se reflète dans le miroir. Et ça ne peut pas être vous, bien que vous soyez juste en face du miroir. C'est compliqué quand même, hein. Alors, on a dit, il y a plusieurs interprétations intéressantes de ce tableau. Il y en a une de Michel Foucault qui dit « Oh, c'est une peinture révolutionnaire, il a supprimé le roi. C'est déjà la révolution. » Oui, sauf que Velázquez n'était pas un révolutionnaire, et que quand même c'est un tableau commandé par le roi. C'était quand même le peintre officiel, Velázquez, à la cour, donc ce serait quand même étonnant. Et puis il y a une autre explication, qui est de Daniel Arras, qui est on en parlait tout à l'heure, qui est un historien d'art que j'aime personnellement énormément, qui dit « il n'a pas besoin de voir le roi est partout ». Et pourquoi le roi est partout?
c'est Dieu qui est partout, qui a le don d'ubiquité, n'est-ce pas? Mais parce que le roi, c'est Dieu. N'oubliez pas que le roi, il a une double caractéristique. Il est roi par la volonté de Dieu. Donc il a un corps comme vous et moi, hein, un corps périssable, mais il y a une partie de lui qui échappe à la représentation corporelle, qui est divine, qui est d'essence divine, qui est immatérielle, si vous voulez. Et ce qui intéressait Velázquez, c'est de se demander comment peut-on peindre la part immatérielle du roi. Ah, compliqué. Hein? Eh bien voilà, il l'a peint en faisant appel à votre imagination, en vous disant « je ne peux pas la peindre puisqu'elle est immatérielle. Mais par contre, ce que je peux faire, je peux la rendre présente en montrant le peintre moi-même, en me montrant, en m'auto-portraiturant, en train de peindre l'impeignable, en train de peindre ce qu'on ne peut pas peindre, ce qu'on ne peut pas représenter. » Voyez ? Et c'est pourquoi c'est un tableau prodigieux, c'est un des tableaux les plus extraordinaires de l'histoire de la peinture. Et c'est pourquoi vous comprenez mieux pourquoi un homme qui l'a beaucoup aimé, ce tableau, qui s'appelait Luca Giordano, un grand peintre, Luca Giordano, a pu dire « c'est la théologie de la peinture ». Parce que justement, c'est un peintre qui peint, un tableau qui peint l'impeignable, l'inexprimable, l'indicible, vous voyez. Voilà. Bon, j'ai un peu débordé, je crois, le temps, mais... Pas du tout, parfaitement dans les temps. Oui, là, il est gentil avec moi, mais j'ai un peu débordé. Donc, si vous voulez répondre à des questions... Mais n'oubliez pas que vous ne devez poser que des questions auxquelles je sais répondre. Hein. Merci Bruno. On va donc tendre des micros au public qui a sans doute beaucoup de questions à vous poser. Le plus dur, c'est toujours la première. Ne soyez pas timide. Alors c'est moi qui vais poser la première. Oui, c'est comme ça que ça se passe en général. Alors, une question sur l'art moderne dans votre exposé. Finalement, l'art moderne n'occupe pas, enfin en tout cas l'art moderne tel qu'il a été développé à partir de la fin du 19e et du début du 20e n'occupe pas une place importante. Est-ce que vous vous êtes volontairement limité aux prémices de l'art moderne ou... Oui, enfin, je me suis dit, tiens, je vais leur parler des impressionnistes, je vais leur parler de Picasso, puis je me suis dit, oh, c'est des choses qu'on connaît, ça. Alors j'ai préféré parler de peintres qu'on connaissait moins, comme Cosensz, comme Fuseli, comme Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich, il y a un très beau musée, vous savez, il y a un musée génial, c'est le musée de Dresde en Allemagne. Et ils ont une collection prodigieuse de Caspar David Friedrich, que je n'ai pas encore vue parce qu'elle était fermée, elle est restée fermée pendant très longtemps, et elle vient de rouvrir, et je vais à Dresde au mois de juin. Donc si vous allez un jour à Dresde, allez voir, il y a une collection formidable, il y en a une très belle à Berlin, puis une très belle à Dresde avec les Caspar David Friedrich, c'est un très grand peintre. J'avais prévu de parler des Demoiselles d'Avignon, mais j'avais plus rien à dire après ce que tu en as dit. Là aussi, bon, évidemment, c'est la déconstruction du regard, enfin de l'appareil visuel occidental qui rentre en ligne de compte. Je voulais vous montrer aussi, puisqu'on a parlé, je ne l'ai pas montré parce que j'avais peur de manquer de temps, mais donc le fameux nu descendant l'escalier, donc, n'est-ce pas? Parce que je voulais vous le montrer. Pour moi, c'est la même chose, vous voyez, que le Paolo Uccello que je vous ai montré, que la bataille de San Romano, puisque c'est la décomposition du mouvement. Et donc, dans un seul tableau, plusieurs temporalités mises ensemble. Vous voyez, dans le même tableau, on a plusieurs temporalités mises ensemble. Vous voyez à la fois le personnage en haut de l'escalier, en bas de l'escalier, au milieu de l'escalier, avec ce mouvement mécanique donc, qui se fait. N'oubliez pas cette remarque de Descartes qui dit que quand on regarde la rue de sa fenêtre, si on est un peu haut, on voit que des chapeaux et des manteaux,
Et qui nous dit qu'après tout, ce ne sont pas des automates là-dessous, hein. Quand on est au-delà, quand on est séparé d'eux comme cela, on ne sait pas si ce sont des automates ou si ce sont des personnages réels, des hommes réels, hein. Voilà, c'est pourquoi c'est aussi ici une sorte d'automate du geste. Mais voilà, c'était parce que je pensais qu'il était intéressant de leur montrer aussi des peintres peut-être moins connus. Tout à fait. Bon, évidemment, ce qui fait le plus possible appel à votre imaginaire. Alors, puisqu'on parlait des peintres, là, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est aussi, bien sûr, ça. Carré noir sur fond blanc, n'est-ce pas, de Malevich. À vous d'imaginer, sachant que vous n'aurez pas la même idée du noir et du blanc si vous avez un carré noir sur un fond blanc ou si vous avez un carré blanc sur un fond noir. Vous n'aurez pas du tout la même impression des dimensions déjà. Vous voyez, c'est une sorte de jeu sur les aberrations visuelles. Mais là, devant ce tableau, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que d'imaginer, hein, que de donner un sens, une historia, si vous voulez, que de donner une historia au tableau. Et puis, j'avais aussi, je voulais vous montrer ça. Dennis Hopper, ce peintre américain, ça s'appelle « Les oiseaux de nuit ». Vous êtes dans la rue, vous avez un grand café, là, avec une grande verrière, et c'est une interrogation sur l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, on est à l'extérieur, mais c'est comme si on était à l'intérieur. Et puis, la vitre est tellement grande que finalement, ils sont à l'intérieur, mais c'est comme s'ils étaient à l'extérieur. Enfin, en hiver, il vaut mieux être à l'intérieur quand même, c'est chauffé. Mais vous voyez, c'est ce travail sur l'imaginaire, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, n'est-ce pas? Vous êtes en position de voyeur, finalement. Vous êtes en position de voyeur. Vous voyez sans qu'on vous voie voir, là. Hein, mais c'est un peu la même chose, vous voyez, que sur les tableaux de Gaspard David Friedrich, ces personnages qui regardent le lointain. Vous ne regardez pas le lointain, vous regardez une chose urbaine, un paysage urbain, vous regardez un café, un bistrot, mais voilà, qui sont ces personnages de l'autre côté de la vitre, de l'autre côté du miroir, dirait Alice, n'est-ce pas, au pays des merveilles, n'est-ce pas? De l'autre côté du miroir, voilà, ils sont déjà de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? À vous d'imaginer, justement. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez montré comment le peintre, justement, pouvait stimuler l'imaginaire du spectateur. Et vous, en tant que metteur en scène, où là, c'est plutôt du spectacle vivant, comment vous pouvez stimuler aussi l'imaginaire du spectateur? Est-ce que c'est des techniques différentes ou... Ah oui, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qu'on ne m'a jamais posée. Mais c'est la même chose. On a aussi nos palettes, nos couleurs, nos pinceaux. On a nos personnages, c'est les chanteurs, enfin les acteurs. Et puis, mais le travail est le même, hein, le travail de composition de l'image, de travail sur l'image, sauf qu'on ne peut évidemment pas, quand même, les dissoudre dans la lumière, vous comprenez, il faut quand même... Bon, là, mais en tout cas, on a ce travail de composition, on a le travail des couleurs avec les projecteurs, n'est-ce pas? C'est pareil, c'est la même chose, c'est la même chose. Il faut toujours... Parfois, il vaut mieux ne pas faire le geste, dire aux chanteurs de ne pas faire le geste, bien que moi, j'aime bien qu'ils fassent les gestes. Mais enfin bon, on peut aussi leur demander de ne pas le faire, et puis laisser au public, vous voyez, d'imaginer qui fait le geste. Il y a des gestes, c'est pas la peine de les faire. Bon, par exemple, quand j'ai monté La Bohème de Puccini, j'ai fait ça en Italie l'an dernier, et mon idée, je voulais pas montrer Mimi mourir dans son lit, comme ça, surtout qu'en général, les chanteuses sont quand même pas... phthisiques, enfin, elles n'ont pas des physiques de phthisiques, si je puis dire. Et je trouvais que c'était... Bon, on a vu ça 1000 fois, etc. Et je me suis dit, dans le fond, elle part dans la salle. Et au lieu de tomber sur le lit, elle se lève, je l'avais fait se lever, et puis elle partait dans la salle, comme ça. Et lui, derrière, l'amoureux, n'est-ce pas, Rodolphe, il se précipitait derrière elle, il criait « Mimi !» comme ça. Et c'était fini, et tout le monde pleurait. Et c'était beaucoup plus émouvant que si... Parce que
comme ça, je montrais, non pas, ce qui est terrible dans la mort, quand même, c'est la séparation. Alors, si elle est dans son lit, et puis qu'il la tient dans ses bras, elle est toujours là, malgré tout. Alors que là, il ne l'a même plus, quoi. Hein, et ça me faisait penser à ce très beau poème de Victor Hugo, de cette grand-mère qui pleure parce que elle a perdu son petit-fils qui a été tué par les armées de Napoléon III. Et elle dit « Cet enfant que j'avais tout à l'heure dans mes bras, quoi donc? Je ne l'ai plus. » Terrible, terrible. C'est ça qui est terrible. Et voilà, comme ça, on peut, vous voyez, on a des trucs aussi qui... Enfin, c'est pas des trucs, mais on a des moyens de déclencher effectivement l'imaginaire du... C'est très beau, un spectacle, quand on en sort et qu'on continue à être dedans, vous voyez, ou un film, quand on sort et puis que le film continue à vivre en nous pendant quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, et puis même qu'on va le revoir d'ailleurs, parfois, tellement on s'y est attaché. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau, hein, en art. Et c'est pareil pour un tableau. Pour un tableau, moi, il y a des tableaux... quand je vais à Florence, même si je n'ai pas prévu d'aller aux offices, j'y vais et je vais voir la Vénus d'Urbino, même si je vois que ça dans le musée. Si j'ai un quart d'heure, je vais dire bonjour à la Vénus d'Urbino parce que c'est un tableau que j'aime beaucoup, qui me parle, vous voyez, c'est... voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, c'est pareil. Il y a beaucoup de points communs entre l'art scénique et puis l'art de la peinture. D'autres questions? Brecht disait que le théâtre, c'est l'art total. Hein. On a pu voir qu'au cours de l'art, l'imaginaire justement du spectateur était de plus en plus sollicité, particulièrement maintenant. Et ce que je me demandais, c'est qu'à ce niveau-là, étant donné qu'il est très libre, ce serait quoi la meilleure manière de vraiment nourrir son imaginaire de façon à ne pas gâcher justement cette liberté en se laissant imaginer tout et n'importe quoi? Quel serait pour vous, enfin, si vous aviez un conseil à nous donner, le meilleur moyen de nourrir notre imaginaire? Le meilleur... Oh là, c'est compliqué ça aussi. Je peux vous dire le plus mauvais moyen. Parce qu'il m'est venu à l'idée, quand vous parliez, vous savez, il y a ce type, pour qui j'ai vraiment pas beaucoup d'estime, qui s'appelle von Hagen. Tu connais von Hagen? Si, c'est ce gars, il va voir il achète des cadavres, où il va voir des gens dans les hôpitaux, des mourants, et puis il leur dit, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne laissez pas grand-chose à vos familles. Hein. Ben non, vous allez mourir. Ah bon, vous voulez pas, je vous donne de l'argent, mais vous me donnez votre corps après. Et alors il plastifie les corps, et puis il les expose, donc, où il les découpe en morceaux, puis il vend des bouts de corps. Vous pouvez acheter, comme chez le boucher, 800 grammes de barbac plastifié. Alors ça, je trouve, vous voyez, que c'est le contraire même de la sollicitation de l'imagination. C'est, ah bah la mort, bah tiens, la mort c'est ça, on montre un mort. Ah bah oui, bien sûr, dans la vie c'est ça, bien sûr, et ça fait un drôle d'effet de voir un mort dans la vie, parce que c'est vrai. Mais l'art, justement, c'est pas vrai. Et ça, c'était le coup de génie d'Edmund Burke avec le sublime, c'est qu'il dit, ah, la peur, c'est évidemment une émotion importante, mais si ça n'est que de la peur, c'est pas de l'art. L'art, c'est aussi un plaisir esthétique. Et donc, pour qu'on ressente la peur sur un plan esthétique, il faut ressentir la peur en sachant qu'on n'a pas à avoir peur, en sachant qu'on est protégé du danger. Donc, ce que fait von Hagen, ça me paraît, vous voyez, illustré, ça me paraît même le contraire même de l'art. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment peut-on aller plus loin que quand on a montré, vous voyez, une toile blanche ou bleu, hein, quand Klein fait ses monochromes bleus, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ne rien vous montrer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une vieille dame qui est aujourd'hui décédée, elle devait avoir 95 ans déjà à l'époque, qui s'appelait Aurélie Nemours, qui est un peintre minimaliste. Je ne sais pas s'il y a des tableaux d'elle ici, il y en a un peu partout, mais je ne sais pas s'il y en a à Nantes. Je ne connais pas le musée de Nantes, j'irai demain le visiter, mais pour l'instant, je ne le connais pas encore. Et je lui disais, ah, vous êtes vraiment très minimaliste, parce qu'il y a vraiment, vous savez, un trait. Bon. Et elle me disait, oui, toute ma vie, je me suis dit qu'une croix, c'est déjà trop baroque.
Il y a déjà trop de traits dans la croix. Donc évidemment, à force de réduire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je crois qu'on a quand même atteint là le minimalisme le plus extrême. Hein. La peinture a toujours été, remarquée, minimaliste. Par exemple, vous avez dans beaucoup de musées des merveilles. Ben, on a parlé du Sfinito de Michel-Ange qui finissait pas ses esclaves, etc., qui sont des esquisses. Et Delacroix, dans son journal, il a une remarque très très belle. Il dit « La peinture, elle a un grand avantage sur tous les autres arts. C'est le seul art dans lequel l'esquisse est parfois plus belle que le tableau réalisé. » Et c'est vrai que parfois, dans une esquisse qui n'est pas finie, donc, parce qu'elle n'est pas finie, elle vous incite à la finir vous-même, vous voyez. Et c'est vrai que votre imagination est peut-être parfois plus déclenchée par l'esquisse, par une esquisse, par quelque chose qui n'est pas fini, par un simple dessin, par un simple croquis, que parfois par un tableau lui-même. On avait une question au fond à gauche. Clémentine, je crois. Monsieur, vous vouliez poser une question? Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'une œuvre d'art est de la philosophie sans les mots. Or, la saisie du message ou de la philosophie d'une œuvre d'art repose sur une sensibilité intellectuelle ou culturelle que nous avons déjà et surtout sur une analyse qu'on va en faire comme vous l'avez fait avec le tableau de Michel-Ange, de l'œil ouvert avant que d'une le touche, etc. Mais lorsqu'on se concentre pour analyser une œuvre d'art, nous ne faisons déjà plus appel à notre imagination. Nous faisons plus appel à notre raison et à notre faculté réflexive que notre imagination. Et donc ma question, c'est de savoir dans quelle mesure, dans ce cas-là, utilisons-nous réellement notre imagination pour regarder et apprécier correctement l'œuvre d'art. Et vous savez, quand Burke a... Décidément, on parle beaucoup de ce vieux réac. Quand Burke a élaboré sa théorie du sublime, ça a créé des problèmes chez deux grands philosophes, Hegel et Kant, parce que tous les deux ont fait des esthétiques, ils ont écrit des esthétiques. Et Kant était très séduit par l'idée du sublime de Burke, mais ça le terrorisait, parce qu'il disait, mais alors l'esthétique, ça n'est plus de la philo, ça devient une psychologie. Vous voyez, c'est plus une étude psychologique qu'autre chose. Et quand on demandait à Kant, mais à quoi reconnaît-on un chef-d'œuvre? Et il dit, je ne sais pas, c'est évident. Le chef-d'œuvre, c'est évident. Bien, ce qui n'est pas une réponse de philosophe. Je pense qu'il y a, quand on est en face d'un grand tableau, d'un chef-d'œuvre, je ne parle pas évidemment là des tableaux secondaires, voire des croûtes, de ce qu'Hubert Damisch appelle les croûtes familiales, mais quand on est en face d'un chef-d'œuvre, il y a un choc. Vous avez tous fait cette expérience, on n'a pas beaucoup de temps, on est en voyage, on n'a pas beaucoup de temps, on est dans un musée, et puis on se dit, j'ai une heure, je ne peux pas rester plus longtemps qu'une heure, etc. Donc on traverse le musée comme ça, on traverse les salles, puis d'un seul coup on est happé, on est pris par un tableau. 9 fois sur 10, c'est d'un grand peintre. On ne le sait pas. Hein, on rentre, on passe comme ça, on va, oh, tiens, celui-là. Et 9 fois sur 10, c'est un grand peintre, c'est un grand maître, c'est un des génies de l'histoire de la peinture. Et je pense que la réflexion, elle vient après. Je pense que la peinture, il faut d'abord la ressentir, je dirais, dans l'émotion. Et puis une fois qu'on est dans l'émotion, alors on peut passer à autre chose, on peut passer à une réflexion. Et c'est par la réflexion, par la suite, parce que l'émotion, c'est fugace, et puis ça finit par s'éroder, etc. C'est par la réflexion qu'on arrive à goûter, à s'attacher vraiment profondément à un chef-d'œuvre, et qu'on arrive d'ailleurs à comprendre pourquoi on a pu ressentir une émotion avant, et donc on arrive à retrouver aussi l'émotion. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si? Ah, mais c'est évidemment, si la peinture, les gens qui... Il y a deux types de personnages qu'on devrait mettre en prison. C'est d'une part certains musicologues et d'autre part certains historiens d'art. Vous avez des musicologues pour qui l'analyse musicale n'a même plus besoin des œuvres.
il y a les lois de l'harmonie, etc. Bon, hein, bof, on n'a même plus besoin des œuvres. D'ailleurs, ils en écoutent jamais. Ils se contentent, n'est-ce pas, de... Bon. Et puis, il y a les historiens d'art, pareil, pour qui l'émotion, vraiment, c'est pour les jeunes filles en fleurs. Hein, bon, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'analyse. Non, là, c'est les deux. Hein, c'est ce que ça déclenche dans votre imaginaire, et puis c'est aussi donc la possibilité d'analyser. Mais c'est toujours un grand chef-d'œuvre et toujours une réflexion sur la peinture, quand même une réflexion philosophique, mais par les moyens de la peinture sur la peinture, hein, ou sur la réalité d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité? La peinture, par exemple, doit beaucoup aussi. Là, j'en ai pas parlé parce que bon, il faudrait beaucoup de temps, mais la peinture moderne doit beaucoup à la phénoménologie, par exemple. Le monde, la phénoménologie dit le monde existe parce que je le vois, parce que je le perçois. Ma perception du monde, c'est l'acte d'existence du monde. Bon, d'accord. C'est vrai que le monde n'existe plus pour nous quand on meurt. Quelque part, le monde a disparu. Enfin, je ne suis pas encore mort, mais on m'a dit que c'était comme ça. Bon. Et c'est pareil pour la peinture. Le monde de la peinture, si vous voulez, existe parce que la peinture existe. Aragon avait une très belle expression pour... quand on disait c'est quoi un roman, il disait c'est un mentir vrai. C'est une belle expression qui pourrait s'adapter aussi à la peinture. La peinture, c'est un mentir vrai. Quand Monet vous fait ces tableaux qui finissent par ne même plus rien représenter, c'est plus vrai même que la réalité des nymphéas qu'il a dans son jardin à Giverny. Voyez, la vraie vérité, ce sont les tableaux de Monet. Ce n'est pas le jardin de Monet, même si c'est très agréable d'aller à Giverny au printemps se promener dans ce jardin. C'est une belle expression, un mentir vrai, je trouve. Hein. C'est tout à fait... Puisque vous évoquez la musique, est-ce que vous considérez que la musique fait appel pas le spectateur, mais l'auditeur, au même mécanisme que la peinture? Ma question plus précisément, c'est est-ce que vous pensez que la musique a davantage à solliciter la sensibilité du spectateur, de l'auditeur, alors que la peinture, par effet de contraste, solliciterait davantage la réflexion? Il y a une grande différence entre la peinture et la musique, et une grande différence donc entre la mise en scène, par exemple, de théâtre parlé et la mise en scène d'opéra. C'est que dans l'un, vous êtes libre de votre temps, et dans l'autre, le temps vous est imposé. Même les silences vous sont imposés. Vous écoutez, vous êtes devant un tableau, vous pouvez rester devant le tableau pendant 3 heures ou pendant 3 minutes. Vous le regardez d'abord de bas en haut, puis de haut en bas, comme vous voulez. Vous en faites ce que vous êtes libre. Encore une fois, Masaccio et les peintres de cette époque-là vous ont libéré. Quand vous écoutez une œuvre musicale, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre du temps. Si vous écoutez un Wagner, vous avez intérêt à obtenir un petit casse-croûte à l'entracte parce que ça dure longtemps. Puis, si vous écoutez, au contraire, une œuvre courte, ma foi, bon, vous n'êtes pas libre du temps. Vous n'êtes pas libre de parcourir l'œuvre, sauf si vous lisez une partition. Mais j'ai toujours pensé que lire une partition, ce n'était pas la musique. La musique, elle n'existe pas sans l'interprète. Vous lisez une symphonie de Beethoven, bon, c'est beau, bien sûr, c'est admirable. Mais c'est quoi la symphonie de Beethoven? Quand vous entendez Toscanini ou Karajan qui font pa-pa-pa-pam, et puis Furtwängler qui fait pa-pa-pa-pam. Où est la vérité? Vous voyez, où est la vérité de l'œuvre? Vous avez beau la lire, on a besoin de l'interprète. Bon. Ce n'est pas le cas en peinture. En peinture, vous êtes libre, vous avez cette temporalité libre. Par contre, et là je pense que Baudelaire l'a dit quand même 1000 fois mieux que je ne saurais malheureusement pour moi le dire, c'est vrai qu'il y a des points communs. Par exemple, c'est frappant, il y a des opéras de Mozart où même les couleurs, vous voyez, des éclairages sont indiquées. C'est incroyable. Je peux pas c'est Karajan aussi qui disait ça. Il disait, chez Mozart, tout est indiqué, y compris la couleur des éclairages. Et ça, je l'ai ressenti moi-même en travaillant sur Mozart. La musique
vous dites, tiens, c'est un bleu, tiens, c'est un rouge, tiens, c'est un vert, tiens, c'est un... Bon, vous voyez, c'est assez étonnant, là. Il y a des correspondances profondes entre la musique et la peinture à ce niveau-là. Pour les gens de la Renaissance, par exemple, ce n'était pas avec la musique que la peinture entretenait des relations, mais avec la poésie. Il y a des textes de gens de la Renaissance, comme par exemple ce fameux Alberti dont je vous ai parlé, qui dit que la peinture, c'est aussi de la poésie sans les mots. C'est de la philosophie sans les mots, mais c'est aussi de la poésie sans les mots. Léonard de Vinci disait ça. Il disait quand je tiens le pinceau ou le crayon, ou la plume, c'est la même chose. C'est le même travail. Simplement, au bout de mon pinceau, j'ai des couleurs, et puis au bout de ma plume, j'ai de l'encre. Mais sinon, c'est la même chose. On peut passer de l'un à l'autre puisque c'est exactement la même chose. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Oui. Allez, on repart pour une conférence entière, là, alors, parce que c'est un sujet énorme, là. Mais je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Tout art est conceptuel. Enfin, non, tout art n'est pas conceptuel. Mais une grande partie de l'histoire de l'art est conceptuelle. Par exemple, pour les gens de la Renaissance, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci disait « La pittura è una cosa mentale ». La peinture, c'est une chose de l'esprit, une chose qui est dans la tête. Et c'est pourquoi d'ailleurs Léonard de Vinci n'a pas fini beaucoup d'œuvres. Il y a quantité d'œuvres inachevées de Léonard de Vinci, ou alors il a fait des dessins également. Parce que on n'avait pas besoin de faire l'œuvre, parce qu'on l'avait dans la tête, on l'avait inventé l'œuvre. C'est pourquoi on avait aussi des ateliers, et que dans certains ateliers, le maître ne faisait finalement pas grand-chose. L'atelier de Rubens faisait presque plus rien à la fin. Il donnait l'idée, il avait l'idée du tableau, il donnait le schéma, puis il disait après, il disait aux spécialistes des feuillages, fais les feuilles, aux spécialistes des carnations, fais les corps, aux spécialistes des étoffes, fais les vêtements, etc. Et puis il allait se promener. Hein. Donc cet art conceptuel, cet art qui est d'abord conçu dans la tête, peut se passer, si vous voulez, pour l'artiste, d'être ensuite exécuté. Hein. L'exécution, c'est finalement ce qu'il y a de moins important dans l'art, pensaient les gens de la Renaissance, parce que c'est technique, alors que la conception, c'est intellectuel. Et l'intellect est plus noble pour les gens de la Renaissance que le travail de la main. Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent. On vous dit, voilà quelque chose, une proposition, que ce soit un lavabo, que ce soit une toile blanche, que ce soit un bout de bois, etc. On vous le donne, regardez-le, et c'est à vous de dire si c'est une œuvre d'art ou pas. C'est l'exemple de Duchamp. C'est ça, on vous donne quelque chose, une roue de bicyclette, etc. On vous l'expose. Puis si vous dites, c'est n'importe quoi, c'est pas une œuvre d'art, c'est une roue de bicyclette, j'ai la même chez moi. Bon, et elle vaut moins cher. Eh bien, ça ne sera pas une œuvre d'art. Et puis si vous dites « Ah, c'est une œuvre d'art », alors ça deviendra une œuvre d'art. Et c'est encore une fois individualisé. Il n'y a pas de vérité unanime là-dessus. Hein. Voilà. Alors, l'art conceptuel, donc, c'est aussi aujourd'hui donc quelque chose qui fait que certains artistes disent « On n'a même plus besoin de produire quelque chose. Tout se passe dans la tête. » Et on décrit l'œuvre. On décrit l'œuvre. On décrit l'œuvre qu'on ferait si on voulait l'écrire. Pensez aussi au nouveau roman. Hein, le nouveau roman des années 60-70, c'était ça en fait. On n'écrit pas le roman, on écrit le roman qu'on écrirait si on écrivait un roman, mais on n'écrit pas de roman. Hein, en gros, si je simplifie, mais c'est un petit peu ça. L'art conceptuel, donc, ce serait cela. Je pense aujourd'hui qu'on a atteint un peu la limite des possibilités de l'art conceptuel et qu'il y a aujourd'hui
disons, une sorte de renaissance d'un art qui se dit lui-même art. Et qui, Basquiat, par exemple, il y avait une exposition intéressante de Basquiat à Paris là, cet hiver. Je ne sais pas si elle est terminée, je crois qu'elle doit être terminée maintenant. Mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un donc qui partait de ce qu'on appelle le graffiti, enfin l'art urbain, le tag, et qui quand même retrouve l'art. Vous voyez, c'est donc quelque chose, une expression qui renoue avec l'art, alors que pendant longtemps, l'art se niait lui-même. Je me souviens, j'avais été invité à un débat à Marseille. On m'avait demandé de participer à un débat, et le thème, c'était l'art et la barbarie. Et je m'étais dit, dans le fond, c'est bien, on va parler de l'art par rapport aux tyrans, l'art sous Staline, l'art sous Hitler, etc., l'art dégénéré. Pas du tout, ils ne voulaient tous parler que de la barbarie de l'art par rapport à lui-même, c'est-à-dire de l'art qui se niait lui-même en tant qu'art. Alors ça devenait une discussion, d'ailleurs qui n'intéressait pas du tout le public, entre spécialistes, enfin, ça n'avait plus aucun intérêt, quoi, ça n'avait plus aucun intérêt. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, j'ai essayé de faire court, mais c'est une question qui mériterait vraiment un développement. Le temps est venu de nous remercier, et de vous remercier, Bruno Streff, pour votre présentation. Mais je voulais... Merci beaucoup à vous. C'est en tout cas très réjouissant de voir qu'on peut rassembler un auditoire de gens jeunes comme vous l'êtes autour de l'art. Souvent, on a dans les conférences des gens âgés. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça fait de voir des gens jeunes qui s'intéressent à l'art. Merci. De toute façon, quand on s'intéresse à l'art, on reste jeune tout le temps. Merci. Merci aussi au public d'être venu nombreux. Et puis, merci au pôle culture d'Iségoria qui a travaillé sur la problématique, en particulier Clémentine, Cécile, Arnaud, Guillaume et Antoine. Et puis, merci à Axel et à Frédéric pour l'organisation technique parfaite comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai. À bientôt. Bon, c'est bien. C'était bien. J'ai découvert plein de tableaux de Friedrich. Ah oui, c'est bien. Ouais, je connaissais les plus Je connus. sais, ça, oui. Et c'est vrai qu'il y a ce truc intéressant avec les tâches de Léonard et puis ensuite